bonjour. Je vous invite à notre prochaine émission Zoom Hachichi, consacrée au mois de Tishri. 3 points, comme d'habitude. La première séquence, nos héros, s'intitule Sur les traces de nos ancêtres, avec Michel Roté. Vous verrez ce que Michel peut nous proposer. Deuxième séquence, ce soir on sort. C'est la présentation du dernier livre de Jaco Grunewald, le rabbin Grunewald. Le livre est intitulé « Ne tirez pas sur le dentiste » et l'interview a été réalisée depuis Yerushalayim par Michel Roté. Et la troisième et dernière séquence, à table, c'est comment confectionner un bon gefilte fish pour les fêtes. C'est réalisé par Doris Angèle avec la complicité technique de notre ami le rabbin Sami Netter. Jonathan va... C'est parti. Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Zoom Hachichi. Les 6 premières émissions qui ont démarré en janvier 2025 ont été vues plus de 1300 fois. Et pour nous, c'est un motif de réconfort pour nous pousser à travailler encore. Alors, le format de Zoom Hachichi évolue et nous passons à une formule exclusivement vidéo sur YouTube, la chaîne YouTube CIBR du consistoire israélite du Bas-Rhin, qui s'appelle CIBR Zoom Hachichi, et le format Zoom est abandonné. Nous allons garder 3 séquences, les séquences que vous connaissez bien. La première, ce sont nos héros, et ce soir, nous verrons une émission sur les traces de nos ancêtres avec Michel Roté. La deuxième séquence, c'est intitulé « Ce soir on sort » et on vous présentera le dernier livre du rabbin Jaco Grunewald, une interview qui a été réalisée depuis Jérusalem par Michel Roté. Et la troisième séquence, à table, nous proposera la recette pour réussir un gefilte fish avec Doris Angèle et filmé par le rabbin Sami Netter. Alors, tout d'abord, sur les traces de nos ancêtres, Michel Roté nous propose de réfléchir à cette modalité au moyen d'un logiciel qu'il a mis au point et qu'il va vous développer afin de réaliser Keifer Office. Et avant d'aller un peu plus loin, je voudrais qu'on fasse connaissance avec Michel Roté. Bonsoir Michel. Bonsoir. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu as été amené à t'intéresser à ces problèmes? Alors, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord la partie plus ancienne, c'est-à-dire que j'avais commencé lors d'une conférence d'un certain professeur Paul Schnitzler à Mulhouse dans les années 60-70 qui nous avait fait un descriptif des lieux de sites juifs dans le Haut-Rhin. Donc j'ai encore gardé les notes jusqu'à ce jour. Ça m'a un petit peu galvanisé pour continuer dans ce domaine. Par la suite, j'ai fait, avec le concours du consistoire du Bas-Rhin, des photos de toutes les synagogues du Bas-Rhin et par extension celles du Haut-Rhin aussi. Par la suite, j'ai fait mon alia. J'ai ensuite, sous la pression d'un certain nombre de personnes, j'ai publié un livre sur les synagogues d'Alsace et leur histoire avec la participation de mon beau-père, le rabbin Max Warshawski, le grand rabbin Max Warshawski. Et de fil en aiguille, un beau jour, alors que Internet en était à ses tout débuts, nous avons créé le site internet du Judaïsme d'Alsace et Lorraine, qui au départ avait été hébergé par les services des dernières nouvelles d'Alsace. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ce site prend de l'ampleur. C'est une véritable encyclopédie du judaïsme d'Alsace et de Lorraine en ligne. Et plus précisément, il y a 2-3 ans, nous avons commencé à mettre en ligne une base de données sur tous les cimetières juifs d'Alsace et de Lorraine. Et certains ont eu le concours de certaines communautés, d'autres j'ai personnellement photographié. Et pourquoi? Parce que souvent, c'est la période actuelle par excellence, souvent les gens ne savent même pas où est la tombe de leurs grands-parents. C'est vrai qu'on avait l'habitude de ne pas aller au cimetière tant qu'on avait ses parents, mais bon, dans un contexte actuel, avec ce qui se passe entre autres en Israël, il est un peu difficile de ne plus aller dans les cimetières.
Et donc, nous avons commencé à mettre systématiquement cimetière après cimetière. Avec certains cimetières, nous avons que le registre. D'autres cimetières, nous avons le registre et les photos. Et un moteur qui nous permet, par ordre alphabétique ou autre, de retrouver l'emplacement d'une tombe dans tel ou tel cimetière. Effectivement, tu as raison Michel, parce qu'avec la mobilité des gens qui vont d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, on ne sait plus vraiment toujours où se trouve la tombe de ses ancêtres. Donc c'est précieux d'avoir connaître l'endroit exact, quel cimetière il s'agit, de quelle ville, et au sein du cimetière, quel est l'emplacement précis de la tombe. Donc c'est là que tu interviens avec le site et ton relevé numérique. Voilà, alors grâce à Georges Weil, originaire de Strasbourg, qui a mis en place la base de données, nous avons enregistré jusqu'à l'heure actuelle à peu près plus de 70 000 tombes à travers toute l'Alsace-Lorraine, et en ajoutant des photos, les documents, parfois des biographies quand ça se peut, et nous avons aussi une personne qui nous fait les recherches au niveau de l'état civil pour essayer de combler au maximum l'état civil des personnes enterrées. Alors si par exemple je veux chercher demain la tombe, ce qui est arrivé il y a un jour, j'allais quitter Jérusalem pour venir à Mulhouse, et la veille de mon départ, il y en a qui me dit « Je pars demain à Mulhouse, je vais voir la tombe de mes grands-parents, mais je ne sais pas où ils sont. » Alors j'ai dit bon, il s'avère que demain je pars aussi à Mulhouse, et je lui ai montré avec le moteur de recherche comment elle pouvait retrouver la tombe de ses grands-parents, ce qui a été fait sans aucun problème. Nous allons, à la suite de cet entretien, proposer un tutoriel pour montrer comment on peut se servir de ce logiciel. De n'importe quel téléphone aussi, donc vous pouvez être au cimetière et rechercher la tombe. Voilà, et qui est d'un maniement aisé. Je vous le dis tout de suite, j'y suis arrivé sans difficulté, donc c'est pour vous dire, ce n'est pas compliqué. Absolument. Alors, c'est intéressant de s'arrêter une minute avant d'aller voir ce tutoriel sur le cimetière Beth Chaim, lieu de vie et en même temps lieu d'histoire. Vu le nombre de cimetières qu'on dénombre entre l'Alsace et la Lorraine, il y en a plus d'une bonne centaine, et c'est des moments un petit peu, pour moi, qui parcours pas mal des cimetières, c'est un endroit un petit peu féerique de retrouver tout d'un coup en plein dans une clairière ou dans une forêt, ou ces tombes, ces inscriptions hébraïques qui marquent les années et les siècles. Je crois que la plus ancienne tombe que nous avons enregistrée dans notre base de données date de 1585, quelque chose comme ça. Et donc, il y a un caractère un petit peu féerique, et d'autant plus que le temps, les années effacent aussi les tombes. Donc, il est très important, autant que faire se peut, d'avoir des photographies de chacune de ces tombes, et pour maintenir en quelque sorte la mémoire de nos ancêtres. Oui, effacement et des inscriptions tumulaires et de la pierre qui s'érode, qui se casse, absolument, qui se dénature. Absolument. Là, j'étais justement à Mertzwiller il y a quelques jours. J'ai retrouvé une photo qui était prise dans les années 1990 et prise cette semaine à Mertzwiller. On voit que les pierres ne se rafraîchissent pas avec le temps. Et l'histoire en Alsace affleure très vite à partir du sol. L'exemple qu'on peut donner, c'est le cimetière juif de la place de la République, qui a été repéré à peu près à ce niveau et qui remonte au Moyen-Âge. Voilà, alors il y a un certain nombre de tombes d'Horta de la place de la République qui se retrouvent au musée de l'œuvre de Notre-Dame dans la cour intérieure. Il y a un certain nombre de tombes qui sont sur le mur dans une petite cour intérieure. Et bon, la place de la République, c'était aussi l'endroit du 13 février 1349, quand il y a eu le massacre des Juifs de Strasbourg. Et donc il y a toute une histoire qui est assez présente et des éléments historiques propres à la région, ne serait-ce des synagogues aussi. On parlait beaucoup de Rouffach ces derniers temps, qui date du XIIIe siècle. On parle aussi de la synagogue de Pfaffenhofen, qui est d'origine pré-révolutionnaire et qui a été inaugurée juste après la Révolution, alors que le bâtiment extérieur paraît comme une maison tout à fait neutre et sans apparence de synagogue. Donc le passé et le patrimoine juif local en Alsace est quelque chose de phénoménal qu'il faut absolument conserver et mettre en valeur, ou en tous les cas mettre en mémoire. Alors, pour terminer, un conseil peut-être à donner à ceux qui nous regardent.
On est au mois d'Elul, on va aller sur les tombes de nos aïeux, peut-être prendre des photos lorsque c'est possible, vous Alors, envoyer ou alors, vous solliciter. alors absolument, là, vous allez aller faire call for office, comme on dit, et vous allez aller sur les tombes de vos proches. Alors, malheureusement, je suis pas je suis dans la capacité d'aller faire tous les cimetières, et surtout, il y a des tombes qui sont plus récentes, d'autres où je suis déjà passé. C'est peut-être l'occasion à vous, chacun individuellement, de prendre la photo de la tombe de vos proches, de nous l'envoyer par mail, et de ce fait, au fur et à mesure, nous compléterons la base de données en ligne et rajouterons les photos en question. Pour terminer, tu me donnes peut-être traduction en hébreu moderne de cette expression alsacienne qui est faire Rufus. Heferofes, Kever, Rovas, Avot. les Avot. Allez sur le Kéver Avot de nos ancêtres. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Shana Tova. Shana Tova, Machatana Tova. On vous expliquait tout à l'heure comment se rendre sur la base de données du site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine et concernant les tombes des cimetières juifs en Alsace et en Lorraine. Alors, vous connaissez bien entendu, la plupart d'entre vous, je suppose déjà, le site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine que vous pouvez trouver à l'adresse judaïsme-alzalor.fr. Vous descendez sur la page d'accueil et là, vous avez cimetière juif d'Alsace et de Lorraine. Il suffit de cliquer et là, vous arrivez sur la carte de tous les tombes, de tous les cimetières qui sont déjà en ligne. Alors, plus ou moins complet, cela dépend des endroits, selon la participation des communautés ou des photos qui ont été prises. Et il y a encore des cimetières qui ne sont pas en ligne, comme ceux qui sont en rouge, mais ça ne saurait tarder. Tout simplement, celui de Merzwiller le sera très prochainement, puisque j'ai terminé les photos il y a à peine quelques jours. Michel, la majorité des cimetières, en fait, a déjà été étudiée dans la base de données. Dans la base de données. Alors, il suffit de cliquer sur tel ou tel cimetière. Je vais prendre Wundershofen, par exemple, et je vais faire une recherche. Alors, comme j'avais des ancêtres en ce qui me concerne à Wundershofen, des Kaufmann, alors Kaufmann, ça peut s'écrire avec deux F ou deux N à la fin. Comme je ne sais pas comment ça s'écrivait, admettons, je tape Kaufmann avec un F, je mets un petit astérix et je fais envoyer. Et là, j'ai la liste de tous les Kaufmann qui se trouvent au cimetière de Gundershofen. Oui. Alors, vous voyez, il y a des Kaufmann avec deux F, il y a des Kaufmann avec un F, et puis je vais aller tout simplement sur Kaufmann Adel, qui était mon arrière-grand-mère, et qui est née Brunswick, qui était originaire de Fegersheim. Et voilà, vous avez les détails relatifs à la personne, son nom de jeune fille, le nom de son mari, son nom en hébreu, selon les cas et les possibilités de le connaître, sa date de décès et l'emplacement du cimetière, l'emplacement de la tombe au cimetière, le bloc G, la rangée 1, tombe numéro 29. Alors, c'est vague, mais il suffit d'aller sur le plan du cimetière et vous pouvez retrouver le bloc en question. Ouais, voilà. Et par la même occasion, vous cliquez sur la tombe et vous verrez la photo de la tombe. Et si vous voulez la voir un peu plus en détail, sur l'épitaphe, et vous aurez le détail de la tombe. Alors là, je t'ai pris un exemple qui m'est proche personnellement. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est enterré à Strasbourg ou ailleurs. On peut faire une recherche si tu as un nom en particulier. Sinon, je vais continuer à faire ma recherche. Alors, il peut arriver que je retourne sur la page de garde du moteur de recherche. Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de faire une recherche cimetière par cimetière. Je vais prendre Etterndorf. Je vais chercher Blum, par exemple, et envoyer. Alors, j'ai la liste de toutes les personnes Blum qui sont déjà enregistrées au cimetière d'Etterndorf. Vous voyez, il n'y en a pas qu'un peu. Mais j'ai aussi la possibilité de faire une recherche. Si j'ai des précisions du prénom, je peux chercher Blum Michel, par exemple. Alors, je n'ai pas envie d'écrire tout le mot, je fais l'astérix.
et j'envoie envoyer. Alors, il n'y a pas de Michel. Mais Astérix. Voilà. Bon, par exemple, là, nous tombons sur la tombe de Patrick Blum, qui nous a beaucoup aidé pour la partie du cimetière justement d'Ettendorf. Et vous voyez, nous retrouvons tous les coordonnées personnelles concernant le Niftar et concernant lui qui avait été président de la communauté de Haguenau, entre autres. Et vous avez tous les éléments et, bien évidemment, la tombe et la photo de la tombe. Alors, Michel, si on ne sait pas exactement dans quel cimetière est cette tombe, est-ce qu'on peut faire une recherche sur l'ensemble des cimetières voilà. ou sur plusieurs cimetières? Alors voilà, vous avez, vous voyez, nous avons déjà des tombes de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges et d'autres départements qui vont encore venir. Alors, il y a une solution toute simple, vous faites une recherche de tous les cimetières. Je vais prendre mon nom, par exemple, Roté, R-O-T-H, mais je ne sais pas comment s'écrit avec un E accent aigu ou sans E accent aigu, et je vais envoyer. Et là, j'ai tous les routes. Oui. Roth et Roté. Et tous les rotés qui sont à la fin, bien évidemment. Voilà. Alors, y compris les Rotensis, les Rotkopf et les Roters avec un ER. Et alors, par exemple, là, je tombe sur la tombe de ma mère, qui est décédée il y a à peine 3 ans, et je retrouve la tombe et la photo de la tombe, avec l'emplacement, carré 3, rangée 13, position G. Voilà. Et ça, c'est le cimetière de... Ça, c'est le cimetière de Mulhouse. De Mulhouse. Alors voilà, vous êtes dans le carré 3 et vous cherchez la rangée correspondante et vous tombez inévitablement sur la tombe. Alors, il existe aussi des situations autres. Par exemple, là j'ai perdu, voilà, je retourne sur les cimetières. Je peux faire une recherche. Je cherche quelqu'un qui est décédé entre 1880 et 1900. 1880 et 1900. Ouais, il propose une nombre de 1900. Voilà. Il faut cliquer dessus. Voilà. Et je ne me rappelle plus de son nom. J'espère que l'ordinateur me donnera la réponse. Alors, voilà, il y a beaucoup de décédés durant toute cette période. Vous voyez, il y en a globalement. Ouais. On est à 9000. Alors, on peut limiter la recherche aussi en revenant en arrière tout simplement. Et tout d'un coup, je me suis rappelé que la personne s'appelait Berthe. Voilà, c'est pas arrobas, c'est Astérix. Et voilà, et je tombe sur, par exemple, bloc Berthe à Mulhouse. Et vous avez l'emplacement de la tombe et la tombe. La position. La position, parfait. Et par exemple, nous avons le cimetière de Königshofen. Alors là, nous avons déjà une base de données en ligne. Les photos, nous ne les avons pas encore dans leur intégralité. J'ai commencé à faire les photos des cimetières. S'il y a des candidats à nous aider à faire ce fichage photographique systématiquement, nous acceptons tous les bénévoles. Ce sera une bonne action et nous pourrons compléter beaucoup plus rapidement toutes ces données en ligne. Et il y a d'autres possibilités aussi. Pardon. Vous avez aussi possibilité, je vais réduire la recherche, je vais prendre le cimetière de Haguenau et je vais faire une recherche. J'ai aussi la possibilité de rechercher que par le nom. Alors, Veil, c'est vrai, je peux l'écrire W-E, W-E-I, W-E-I-L ou W-E-I-2-L, mais je peux aussi l'écrire W-E-Y-L. Alors, je ne sais pas comment ça s'écrit, je fais W-E et l'astérix, et j'aurai tous les noms qui commencent par Veil. Veil E-I-L, Veil 2L à la fin, ou E-Y-L, je suppose qu'il y en a aussi à Agno. Voilà.
et vous retombez sur la tombe en question avec les coordonnées et selon les endroits, vous avez même le texte de l'épitaphe en ligne. Oui, c'est précieux, à la fois en hébreu et en traduction. Voilà. Et il y a d'autres. Qu'est-ce qui t'a aidé alors à toute cette traduction? Alors, il y a eu beaucoup de groupes. Il y a ceux qui sont occupés du cimetière de Haguenau, il y a ceux qui sont occupés du cimetière d'Ettendorf, il y a ceux comme Jean Grumbach de Mulhouse, qui s'est occupé du cimetière et qui a photographié le cimetière de Jungholz. Personnellement, j'ai photographié déjà près d'une bonne dizaine de cimetières. Donc, il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'associations. Il y avait Monsieur Pierre Kleitz qui avait fait en son temps les photos de tous les cimetières de Saverne, de Brumat et d'autres cimetières. Il y a d'autres possibilités aussi de rechercher. Vous connaissez le prénom en hébreu, alors vous pouvez faire une recherche par le prénom en hébreu. Vous vous rappelez qu'il y avait une personne qui s'appelait Wolf, mais à part vous ne saviez pas s'il y avait un O ou deux F à la fin. Alors vous faites L et vous rajoutez l'astérix et vous pouvez retomber toujours sur tous les Wolf. Là, apparemment, il y a un seul Wolf, mais il y a un Wolf-Ferman. Donc, vous pouvez faire une recherche plus ciblée en fonction de chacun de vos désirs. Évidemment, si vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez toujours me joindre par WhatsApp. Je réponds toujours. Parfois, il y a des gens qui se retrouvent devant un cimetière. Ils me demandent quel est le code pour rentrer dans le cimetière. Alors, quand c'est la personne avec qui j'ai en face de moi, je peux me permettre de transmettre bien évidemment le code. Et tu t'es fait aider pour décrypter certaines épitaphes aussi par des experts, des spécialistes. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui ont fait ce décryptage des. Il y en a un avec qui je suis en contact plus précisément, c'est Monsieur Maltête. Celui qui nous a mis en place la base de données, c'est Georges Bey de Strasbourg, qui a fait un travail extraordinaire dans toute sa mise en place de base de données systématiquement. Évidemment, nous avons une plateforme dédiée pour ce genre de documents. En parallèle au cimetière, nous avons aussi mis un certain nombre de journaux juifs qui n'existent dans aucune bibliothèque. Nous avons par exemple commencé à mettre le bulletin de nos communautés en ligne systématiquement et que vous pouvez consulter en ligne selon les dates. Et donc voilà. C'est assez complet comme présentation, mais on doit pouvoir s'en sortir. C'est un travail. Il y a aussi Roger Hamon, je vois, qui a fait tout un travail sur le cimetière de Herlisheim-Albstadt. Je sais que le cimetière de Fegersheim a été déjà réalisé. On m'a promis aussi bientôt les fichiers pour les mettre en ligne. Il y a des cimetières comme par exemple celui de Lübschwiller près de Mulhouse qui a été mis en ligne il y a à peu près 1 an et demi. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous satisfaire dans votre recherche et que bientôt vous arriverez à retrouver les ancêtres et aller Käferhofes. Merci beaucoup, Michel. C'était très intéressant, complet et Shana Tova à tous. Shana Tova. Voilà. Jacob, bonjour. Nous sommes à Jérusalem et ici nous sommes dans le cadre d'une émission Zoom Hashishi de la communauté de la Grande Synagogue de Strasbourg, la Synagogue de la Paix, et qui est dirigée actuellement par le docteur Alain Mourali. Et je voudrais avant tout que tu te présentes pour les auditeurs. Voilà, alors je m'appelle Jacob Grunewald. Jacob est mon véritable nom, tel qu'il figure sur les registres de la République. Et je suis né en 1934 à Strasbourg. Je suis le petit-fils du Shochet et Chazan Shlomo Grunewald, auquel les rabbins de la communauté Kagenek ont donné le titre honorifique de Moraine arabe. Je suis le neveu de Neftali Grunewald, qui a édité à Strasbourg le calendrier, le Louach, chaque année, dès avant la guerre,
et ce voir va reparaître justement dans les livres dont nous parlerons. Et j'ai servi moi-même à Strasbourg. Après mon service militaire que j'ai fait en Algérie, je servis comme aumônier de la jeunesse à Strasbourg, donc comme rabbin du Merkaz. Et j'ai été également dans plusieurs communautés d'Alsace, comme rabbin à Wissembourg. J'ai été directeur du Talmud Torah de Mulhouse, que tu connais bien. Oui, je crois bien. Tu fus un de mes élèves au Tout à Talmud fait. Torah. Tout à fait. Voilà. Et par la suite, j'ai pris la succession de mon oncle qui avait créé tout de suite après la guerre, revenons en dimanche, le bulletin de nos communautés d'Alsace et de Lorraine. Alors ce bulletin d'Alsace et de Lorraine, c'était un titre très très modeste, parce que c'était plus qu'un bulletin, c'était un journal. C'était un journal qui paraissait 2 fois par mois. Le rédacteur en chef en était le grand rabbin Abraham Deutsch. Et lorsque mon oncle a pris sa retraite, je me suis dit que plutôt que de continuer par un rabbinat classique, eh bien, éditer un journal qui deviendrait hebdomadaire et qui arriverait dans les foyers et tous les vendredis soirs. C'était une époque où les synagogues étaient désertes. C'était une époque aussi où on ne savait pas quel était le sort des déportés. C'est pour ça que le bulletin de nos communautés était fait pour donner des nouvelles des anciens déportés. Bon, lorsque donc, moi en 67 et en 65, j'ai démissionné de mon poste d'aumônier de la jeunesse, et pour prendre la direction du bulletin de nos communautés, qui a pris peu à peu le nom de bulletin des communautés d'Europe. C'était très ambitieux de ma part, mais ça a marché, l'expression française. Parce qu'au début, le journal paraissait aussi bien, le bulletin aussi bien en allemand qu'en français encore, n'est-ce pas? Et puis ensuite, donc, Tribune Juive, qui est devenue hebdomadaire, et par la force des choses, notamment par ce qui se passait en Orient, par la renaissance de l'État d'Israël, eh bien ce journal est devenu effectivement un journal d'information, un journal qui a même pris une orientation politique, dans la mesure où j'estimais qu'une orientation politique à gauche était plus utile qu'une orientation politique à droite, et que finalement cela correspondait à mon tempérament. Voilà. Et puis dans les années 90, la charge est devenue trop lourde, j'ai dû l'abandonner, et puis nous sommes montés en Eretz Israël, nous sommes montés dans l'État d'Israël. J'ai continué à écrire, parce que j'ai écrit, ou plutôt j'ai commencé à écrire des livres. Alors justement, je vois que depuis 1993, tu as sorti différents ouvrages, tu es devenu écrivain, ils sont Foussé juif, Orthodox Street, Shalom Jésus, Rabbi de Nazareth, L'homme à la Bota, La tentation du rabbin fixe, Le bonheur de vivre à Jérusalem, le livre du Seder et Israël sur sa terre. Et là, tu viens de sortir il y a peu de temps, Ne tirez pas sur le dentiste. Je sais que tu avais peut-être des velléités de nous protéger, mais développe-nous un peu plus sur cet ouvrage. Bon, parlons de ce livre. Voilà. Alors, bon, quand depuis que je suis à Jérusalem, j'avais un débat idéologique. C'est tel que je le comprends, en tout cas, avec mon éditeur, qui était Albin Michel. J'ai édité ailleurs aussi. Et par la suite, le dernier livre que j'ai sorti quand j'avais 90 ans, j'en ai 91 aujourd'hui. Je me voyais mal coltiner
des manuscrits à envoyer à Paris. J'allais pas chercher un nouvel éditeur, etc. Ça aurait été trop difficile. J'ai sorti ce livre sur Amazon. Et il peut le commander à Amazon. Voilà. Alors il y en a aussi à la librairie du Cédra, puisque je parle. C'est donc très très facile pour les Strasbourgeois. Et j'avais déjà édité sur Amazon un livre qui s'appelle Israël sur sa terre, où j'ai expliqué Israël sur sa terre, ce qu'en vivent les Palestiniens. Bon, là, je pouvais persuader les gens que c'était un livre qu'ils devaient acheter. Je ne les persuade pas qu'ils doivent acheter mon roman. Le roman, c'est un polar. Hein. Si ça leur fait plaisir, ils l'achèteront. S'ils pensent que non, bon, ils ne l'achèteront pas. Voilà. Alors, comment devient-on de rabbin à écrivain de polar? Oh ben, il suffit de lire la Gemara pour voir que la recherche, notamment la recherche de la vérité, mais également la recherche des sources, c'est la base même de la Gemara. Donc il était normal, je pense, d'avoir ici une orientation pour les romans policiers. Alors, pourquoi le dentiste? Je me sens interpellé moi en tant que dentiste, alors, mais pourquoi? Eh bien, peut-être pas à cause de toi, je te vois à peu près tous les mois, sinon plus. Donc, il y avait ce jeu de mots. Ça ne me tirait pas sur le pianiste, Philippe qui est connu. Et puis il se trouve que j'avais pensé avant d'écrire ce livre tel qu'il est, à une sorte de monologue qui pourrait paraître. Pourquoi monologue? Parce que tu arrives chez le dentiste, eh bien, on te met en bouche un tas de tuyaux, hein, on te fait et puis tu es aveuglé par un appareil dont je donne le nom, mais je ne m'en souviens pas. Voilà. Comment ça s'appelle? Le ciélitique. Voilà. Et alors, par conséquent, puisque j'ai tous ces appareils en bouche, mais c'est le dentiste qui parle. Alors là, c'était donc un monologue. Voilà. Ben, c'est comme en Russie à l'époque. Comment? En Russie, à l'époque, il y avait un problème. Il était difficile pour un dentiste de soigner, parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Et oui, mais c'est pour ça que je parle des tuyaux. Voilà. Je ne pouvais pas. Voilà, justement. Je ne pouvais pas parler. Alors, bon, mais finalement, et quelqu'un m'a dit à un moment donné, c'était Léa Marcoux. Je suis arrivé au bout du livre, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses maintenant? Elle m'a dit ça, et je lui ai dit non. Hein, on peut changer la direction. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé donc, sur ce livre avec un dentiste qui est un personnage fantasque, mais c'est un livre sur l'antisémitisme. C'est un livre sur les Cathares, avec, disons, une bifurcation cathare, parce que c'est très intéressant, les Cathares, et que la chose se passe, à Foix, et à côté de Foix, n'est-ce pas? C'est le lieu des Cathares. Hein? Là-bas, il y avait, donc à 20 km de Foix, il y a le Mont Ségur, qui était le dernier refuge des Cathares. Je pense en 1244, mais là je peux me tromper. Enfin, l'idéologie cathare, le mouvement cathare a commencé, lui, avec l'an 1000. Et c'était un mouvement, il s'appelle les cathares, qui évoquent la pureté, mais eux ne se sont jamais amenés les cathares. Ils ne se sont jamais appelés les cathares. Hein? Bon, je ne veux pas en parler parce que sinon on va perdre
faire pour le film, parce que je dis que c'est un livre sur l'antisémitisme. Un livre sur l'antisémitisme, parce que tout l'antisémitisme, bon, je peux considérer que c'est une maladie. Ok, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est parfaitement possible. Mais tout l'antisémitisme est basé sur les malentendus. Alors c'est terrible. Alors les Cathares aussi ont terriblement souffert. Et Saint-Louis, n'est-ce pas, qui s'est occupé des Cathares, il les a tués. Je veux dire que chez nous, il n'a brûlé que les livres. Il y a d'autres qui se sont fait massacrer. Les livres, la Gemara, les 14 charretées qui ont été brûlés sur la place de Grève à Paris. Quand je pense à ce trésor qui a disparu, je pleurerai. Il est vrai qu'un jeûne a été institué à cause de ces livres en autodapé. On sait bien que les autodapés ont continué. On est bien placé pour le savoir. Voilà. Et donc le malentendu. Et ce malentendu commence dans ce livre. Ce malentendu commence dans ce livre parce qu'il suffit que l'on dise anti. Bon, je vois un certain contexte quand même. Dans un certain contexte, immédiatement on pense à l'antisémitisme. Ou bien, aujourd'hui, à l'antisionisme. Hein? Dans la mesure où l'antisémitisme est différent de l'antisionisme. Mais justement, je m'amuse dans le livre avec ça. Enfin, je m'amuse. Je veux montrer comment l'absurde conduit, n'est-ce pas, à parler d'antisionisme et pas d'antisémitisme. Et puis, dès le début du livre, la question qui est posée, n'est-ce pas, parce que le dentiste commence à soigner, le dentiste commence à dire, enfin, le dentiste lui-même a un problème, parce que sa femme a disparu. Et alors on l'a accusé de l'avoir fait disparaître. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et ça s'aggrave encore. Et ça, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas un subterfuge que j'ai utilisé. Parce qu'à côté, dans le petit bois, on a découvert 2 cadavres sans tête. Et alors, le dentiste, n'est-ce pas, qui parle tout seul dans le premier chapitre, disons. Une vingtaine de pages, il parle tout seul. Il va développer ce thème sur une tête qui disparaît. Il dit comme avec une dent, vous pouvez faire un tas de choses, une dent, vous pouvez sculpter une dent. Et puis les dentistes, ils sculptent les dents, ils vous mettent des dents. Voilà. Mais une tête, vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire avec une tête. Une tête, ça se polie, ça se décore, et ça a des significations. Chez les Amazones, ça a des significations. Dans toute l'Afrique, on des pâturlures. Et puis, vous avez vu, dit le dentiste, comme c'est magnifique, ces hétacombes. On a pris les têtes des tibias. Or, dit oui, mais les Juifs, c'est terrible. Eux, dans leur musée des horreurs là-bas à Jérusalem, dans les Yad Vashem, il ne dit pas le nom de Yad Vashem parce qu'il ne s'en souvient pas, mais il parle du musée des horreurs. Mais vous ne trouvez même pas un osselet. Ils sont terribles, les Juifs. Ils brûlent, ils enterrent même les livres. Voilà. Alors, tout se greffe sur une histoire policière elle-même, qui est une histoire policière où j'ai des policiers sympathiques, une jeune policière et un policier qui est sympathique et des policiers qui ne sont pas, et un commissaire qui lui aussi a un certain nombre de problèmes. Tout cela dans une réalité de drogue, puisque là, à Foix, ou bien à Tarascon, parce qu'il y a un autre Tarascon que le Tarascon de Tartarin. Le dentiste, il est à Tarascon, qui est près de Foix, n'est-ce pas? Eh bien,
dans toute la région, n'est-ce pas, il y a la drogue qui fait ses ravages. N'est-ce pas. Donc là aussi, n'est-ce pas, et donc c'est tout ça que je veux pas, n'est-ce pas, parler de la fin du livre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre d'actualité dans le contexte d'aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre d'actualité dans le contexte de ce que nous... Dans le contexte d'aujourd'hui. Mais ces objets, ces têtes, n'est-ce pas, qu'on peut travailler, etc. C'est une opposition. Et quand il dit les juifs, c'est terrible, ils veulent pas, ils ne savent pas jouer le jeu, n'est-ce pas? Ils ne comprennent rien, ils enterrent tout. C'est qu'en vérité, il y a ici un débat, donc il est sous-jacent, je dirais, avec la chrétienté dans les évangiles, n'est-ce pas, où ce qui compte, n'est-ce pas, c'est l'âme, n'est-ce pas. On peut très bien brûler les corps, parce que ce qui compte, c'est l'âme. Et nous disons non. La cellule qui entoure l'âme, elle est sacrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va passer dans la Gemara, on fera tout, même lorsque quelqu'un est puni de la peine de mort, qu'on conserve le corps. On porte en aucun cas, on porte atteinte aux mœurs. Nous avons alors, voilà, je vais sur une liste macabre, mais il faut quand même que tu le sais, tu as lu le livre, je vais rassurer les autres lecteurs. C'est un livre que l'humour accompagne. Voilà. Il l'accompagne du début à la fin grâce à ce dentiste, n'est-ce pas, qui est, je l'ai dit, un personnage fantasque. Mais c'est un personnage qui est aussi un personnage attachant. On découvre à la fin du livre 2 pages, 2 couvertures de calendrier juif édité à Limoges pendant la guerre par ton oncle. Voilà. Et je rends par cela hommage à mon oncle, qui a édité ces calendriers, j'ai dit, dès avant la guerre. Parce que le calendrier israélite en tant que tel, le cycle israélite, et je cite, une introduction à un calendrier israélite qui est apparu pendant la guerre, signé par une préface qui est signée par le grand rabbin Hirschler, et dans ce livre, le cycle lunaire, là-bas sur le mont Ségur, prend une importance tout à fait déterminante dans la trame du livre. Tu veux nous lire le texte du rabbin Hirschler? Eh bien, je veux bien. Le rabbin Hirschler, il disait la chose suivante. C'est pas là-haut, à gauche? Voilà. C'est le Shabbat de calendrier Israël. Alors, il commence à commencer. Alors oui, il dit la chose suivante. Le calendrier fut un élément essentiel dans la survie spirituelle du judaïsme en France. Il dit cela en introduction à ces petits calendriers qui ont paru pendant toutes les années de la guerre. Toujours par mon oncle, lorsque il était réfugié à Limoges, nous étions réfugiés à Limoges, et que mon père, lui, travaillait également avec mon oncle, mais mon père était apatride. Il n'était pas français. Lui, Neftali, mon oncle, était français. Il avait donc l'autorisation officielle d'éditer des ouvrages cultuels. L'essentiel était ce calendrier. Dans ce calendrier paraissait tout. Aujourd'hui, où je m'aperçois que les officiels ont si peur souvent, donner leur adresse, y compris les adresses mail, etc. Mais y comprendre pendant toute la guerre, les adresses
Des des rabbins. moalim, des Yeah. restaurants, des mikvarot, des communautés, des rabbins ont paru. Et l'introduction du grand rabbin Hirsch disait donc, dans ce contexte, le calendrier fut un élément essentiel dans la survie du judaïsme en France. Alors évoquons les cruautés toujours plus vives qui s'abattaient sur les communautés, le grand rabbin de Strasbourg écrivait « Mais voyez, brisant ce rythme par une autre cadence, les Shabbats et les fêtes, à l'instar des astres du ciel sur lesquels elles fixent leur marche, continuent. Israël continue, Israël vit. » Il disait ce qu'on chante aujourd'hui, Am Israël Chai, Am Israël Chai. La formule n'était pas encore connue, elle sera connue par Karl Barth, n'est-ce pas? Mais déjà le grand rabbin Hirsch la disait, et je crois que c'est extrêmement touchant. Absolument, tout à fait. Et Jaco, merci beaucoup. Shabbat Shalom depuis Jérusalem. Shabbat Shalom à tout le monde pour le prochain Shabbat. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Doris Angèle ou Engel et donc je suis une Strasbourgeoise et je vais parler de la recette du gefilte fish que m'a appris ma maman, Edwige Ruff. Voilà, donc, alors, gefilte fish, ce n'est pas vraiment du poisson farci. C'est-à-dire, enfin, celui en tout cas que moi je fais. C'est-à-dire qu'il existe donc des gens qui font de la carpe farcie, donc ça veut dire couper une carpe en dardes, ensuite remplir les dardes d'une farce, et puis, bon, c'est une préparation très longue, compliquée. Mais on appelle aussi gefilte fish tout simplement des boulettes de poisson, et c'est ça que je fais. Donc ce sont des boulettes. Alors il y a deux traditions. Il y a la tradition sucrée, qui est une tradition plutôt polonaise, et puis il y a la tradition plutôt peut-être lituanienne ou non polonaise, qui est plutôt salée et même poivrée. Et on peut aussi manger ces boulettes chaudes, puisque dans des récits de Shalom Aleichem, on voit qu'on sert ce poisson, ces boulettes de poisson chaudes. Mais moi, je les fais froides, et donc ça doit être préparé un petit peu à l'avance, même pas mal à l'avance. L'idéal, c'est de les préparer la veille, de les mettre au réfrigérateur et de les servir bien froides. Et on les sert avec du réfort. Donc c'est souvent une entrée, ça se sert en entrée, c'est pas un plat principal, on n'en mange pas non plus énormément, on mange 2 boulettes, 3 boulettes, et on les sert avec du réfort. Voilà, donc je peux peut-être vous montrer le réfort. Ça se mange avec du réfort. Alors la recette originelle, c'est avec du vrai réfort, c'est-à-dire ce sont des racines de réfort, et qu'on râpe. Alors on peut les râper à la main comme faisait ma belle-mère, mais moi je les râpe avec un mixeur. Et puis on ajoute, donc on râpe ce réfort, on ajoute un peu de vinaigre pour l'adoucir. Enfin c'est un peu bizarre mais c'est vrai, et aussi pour que ça tienne. Sinon vous pouvez acheter aussi du réfort râpé tout fait dans tous les bons magasins cachers, ou avec même de la betterave, hein, c'est ça, selon les goûts. Alors, on commence par préparer un court bouillon qui doit cuire un certain temps, à peu près 1 heure. Donc pendant ce temps-là, on va préparer le poisson. Alors, court bouillon, c'est-à-dire de l'eau. Dans l'eau, on met du gros sel, donc une bonne cuillerée de gros sel. Alors, moi, je mets du sucre. Il faut que j'allume quand même le... Donc, on allume, on peut mettre les... Oui, enfin, on peut mettre les ingrédients... Certains ingrédients, on peut les mettre avant d'allumer, mais bon, là j'ai mis de l'eau froide. Donc je mets du sel, je mets du sucre. Alors moi je mets du sucre comme ça, en carré. Bon, alors ça dépend, on peut en mettre plus ou moins. Bon, là je vais en mettre, disons, je mets 6 morceaux, quoi. Voilà.
Là, c'est vraiment une question de goût, si on veut que le bouillon soit plus ou moins sucré, mais il faut quand même que ce soit un peu sucré, sinon c'est pas le vrai gefilte de fish. Alors, je mets aussi quelques amandes. Ça, c'est parce que ma maman mettait des amandes, mais on n'est pas obligé. Et je mets aussi des raisins secs. Ça, c'est vraiment, vous voyez, une poignée comme ça, voilà. Alors, après, ce qui est indispensable absolument ce qui est absolument indispensable dans le court bouillon, c'est des carottes coupées en rondelles et des oignons coupés en petits morceaux. Bon, ça, c'est dans tout court bouillon classique. Voilà, là, j'attends que ça bouffe. Ouais, on peut le mettre déjà. Voilà. Et donc, ça, c'est pas mal de le laisser cuire un certain temps pour que ça permet que les carottes soient cuites, etc. Voilà. Alors, il faut avant tout mixer le poisson. Donc, moi je prends moitié. Alors, c'est des poissons blancs. On prend des poissons blancs. On peut aussi prendre de la carpe. Là, sur la recette que j'ai, ils disent carpe, cola ou brochet. Bon, moi je prends souvent du merlan. Moitié merlan, moitié cabillaud, c'est pas mal d'avoir deux poissons, moitié merlan, moitié cabillaud. Là, j'avais pas trouvé de merlan, donc j'ai pris de l'aigle fin, voilà, et du cabillaud qu'on va mixer avec de l'oignon. Hein. Donc, on coupe de l'oignon. On coupe l'oignon. Alors, ce que je fais, c'est que je commence par par mixer l'oignon, qu'il soit un peu ramolli, et après j'ajoute, là je vais ajouter un morceau de cabillaud par exemple, que je vais mixer. Voilà, donc ça donne une pâte comme ça. Voilà, une pâte molle, bien sûr. Voilà, donc comme ça. Ensuite, je vais continuer donc avec un autre morceau de noix. Là, vous voyez, je mets plusieurs oignons. Voilà, je vais encore mettre un morceau de noix. Voilà, et le reste du poisson qui reste là. Donc d'abord un peu mixer le poisson, d'abord mixer un petit peu. Voilà. Poisson. Voilà. Alors, je vais baisser, je pense que très fort là, c'est un appareil qui est très puissant, donc je vais baisser tout ça doucement, voilà. Et je vais mettre, donc là, je vais mettre 2 œufs. Donc des œufs entiers, voilà. Alors, du sel, pas mal de sel. Alors, normalement, il faut goûter le poisson, mais moi, j'aime pas goûter, donc je ne goûte pas. Je fais au pif. Voilà. Bon, pas mal de sel quand même, il faut que ce soit assez relevé, quoi, sinon c'est fade. Hein. Voilà. Et puis du sucre. Alors, je mettais pas mal de sucre avant, maintenant j'en mets assez peu. Là, je vais mettre ça de sucre. Bon, c'est aussi ce que j'ai récupéré parce que on peut en mettre plus, hein, c'est pareil, hein, tout dépend du goût qu'on cherche. Et puis alors, très important, la farine de matza, la matzemehl, voilà, qu'on trouve bien sûr aussi dans toutes les
Et bon, dans un cachet. Voilà, alors ça, je fais un peu, comment dire, au feeling, voilà. Donc, voilà, vous avez vu, j'ai mis comme ça, je n'ai pas calculé combien j'en ai. Voilà, alors ce qui est important, c'est justement que ça prenne une consistance, voilà, une bonne consistance, ni trop bon ni trop dur. On peut en mettre pas mal, donc ça prend un peu de temps, quoi. Voilà, donc c'est tout, hein, c'est-à-dire sel, poivre, sel, pas de poivre, moi je ne mets pas de poivre, on peut aussi mettre du poivre, sucre, donc les oignons ils sont inclus déjà, et puis mozzarella. Alors il y a des gens qui mettent aussi de la poudre d'amande, pourquoi pas, mais moi j'en ai pas. Dans la recette là que j'ai, il n'y en a pas non plus. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, et après on le travaille à la main. Je vais juste me rincer un peu. Voilà. Ensuite on le travaille à la main, tout ça. Oui, voilà, c'est ça c'est la question de la consistance quoi, de cette préparation qui doit être relativement ferme. Alors, ensuite, on peut laisser reposer un petit peu pour que ça... Puisque la farine de matza, ça doit un petit peu gonfler quoi, dans cette préparation qui est un peu humide. Mais bon, là, je peux faire tout de suite une boulette. Voilà, donc après, on fait ces boulettes moyennes, hein, de taille moyenne. Voilà, comme ça à peu près. Voilà. Je vais peut-être pas faire tout là parce que ça va. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Non, je suis pas obligée de faire Non. quelques-unes. Voilà. Donc, on peut congeler les gefilte fish, les boulettes, une fois qu'elles sont faites et cuites, mais c'est pas très bien parce qu'elles ramollissent. Donc l'idéal, si vous voulez les congeler, c'est de congeler cette préparation. Voilà, avec... bon, l'idéal, c'est de ne pas congeler, en fait, mais si, par exemple, si on a fait vraiment beaucoup trop de préparation pour... bon, on a trop de boulettes, on peut aussi congeler les boulettes une fois qu'elles sont faites, ou congeler la préparation comme ça. Et après, normalement, ces boulettes se mangent en entrée, on en mange 2-3, donc on les sert avec 2-3 carottes, et pour les assaisonner, enfin pour donner du goût, on prend du réfort, hein, ça se mange avec du réfort. Donc, comme j'ai expliqué, on peut râper soi-même le réfort ou l'acheter, mais c'est pour donner du goût, hein. Ça ne rentre pas du tout dans la préparation, le réfort, on n'a pas besoin de réfort. Bon, avec ça, vous avez pour 6 personnes, à peu près, oui, assez largement, hein, comme entrée, hein, comme dit, hein, c'est pas quelque chose qu'on mange, on ne mange pas des dizaines. Hein. Voilà, pour plonger les boulettes dans le courbouillon, il faut vraiment qu'il boue bien fort pour qu'elles soient saisies, quoi. Hein. Sinon elles se défont. Je peux même un peu augmenter, je vais un peu augmenter pour que ça boue fort au moment où on va les mettre dedans. Voilà, donc on les dépose une par une dedans. Alors, il arrive qu'elles se défassent un petit peu, c'est-à-dire qu'il y ait dans la casserole des petits morceaux, comme ça, c'est pas grave, hein, faut pas s'affoler, c'est pas... Bon, tant pis quoi. On peut les faire plus ou moins durs. Bon, là, je les ai fait, comment dire, moyens. C'est surtout ça, quoi, de la consistance qui est importante.
Bon, après, il y a le goût aussi, mais c'est la consistance. Voilà, donc on les dépose délicatement dans le bouillon. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de bouillon non plus, hein, c'est pas la peine. Après, si jamais il n'y a pas assez de bouillon, on peut rajouter un peu d'eau bouillante, voilà, pour faire chauffer la pâte. Voilà, donc il faut bien que ça cuise fort pour que les boulettes ne se défassent pas, mais là, ça a l'air de marcher. Ok. Alors, ça cuit à peu près un quart d'heure, 20 minutes, alors au moins 20 minutes. Alors c'est bien parce que ce n'est pas quelque chose qui est très délicat. C'est-à-dire si on les cuit un peu trop, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Par contre, il faut vraiment après bien les faire refroidir. Hein, il faut pas... Là, ça va être évidemment brûlant, donc il faut vraiment les laisser bien refroidir. Donc bon, si on les fait le matin pour le soir, c'est tout juste, quoi. Vraiment, il faut vraiment alors les faire tout le matin, parce que là, le temps que ça refroidisse, qu'on puisse après les mettre quand même au frigidaire, c'est quand même assez long, quoi. Hein. Bon, l'idéal, c'est à mon avis de les faire la veille. Hein, ça... Alors ça se garde aussi quelques jours au frigidaire, pas trop non plus longtemps. Hein. Disons, si on ne les mange pas le lendemain, le jour d'après, bon, après, c'est plus très très bon, quoi. Ouais, pendant ça garde 2 jours, 3 jours, mais pas beaucoup plus. Hein.